Ok, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Bonjour, bienvenue dans cette conférence sur peut-on encore se former à la naturopathie en 2025? Peut-on en faire un métier? Alors, c'est un titre qui est volontairement provocateur pour susciter le débat et on va voir qu'il y a certaines questions à se poser, tant sur son projet, si c'est un projet professionnel, que sur la manière de sélectionner aussi son école. Mon but en faisant cette conférence, c'est que tu sois le plus réaliste possible par rapport à la situation dans laquelle on se trouve collectivement, dans laquelle la naturopathie se trouve. Et donc, je vais te partager mes réflexions. Alors, avant de me lancer dans le partage de ces réflexions, ben, je vais me présenter et je vais te parler très brièvement de mon parcours. Je m'appelle Jean-Philippe Delamonica, j'ai 50 ans et je suis tombé dans la naturopathie à l'âge de 20 ans. J'ai été formé au siècle dernier, au Sénato Daniel Keffer, en 4 ans. À l'époque, c'est des formations qui se faisaient en plusieurs années. Ce qui m'a animé à venir à la naturopathie, c'est une conscience écologique que j'ai eue très jeune. Dès les années lycée, je venais titiller mes profs d'économie en leur posant la fameuse question: comment voulez-vous qu'une croissance infinie soit possible dans un monde fini? À l'époque, cette question, elle faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, ça commence à faire un petit peu moins rire. On se rend compte qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Par exemple, la consommation des Français, ça correspond à 1,5 une planète et demie. Il nous faudrait en fait une planète et demie en termes de ressources pour que on puisse soutenir d'un point de vue environnemental, écologique, notre manière de vivre. Si je te dis par exemple que l'humanité produit chaque année plus de déchets que la nature crée de biomasse. La biomasse, tu vois, c'est les feuilles, les arbres qui tombent, c'est la capacité de renouvellement des écosystèmes. Ben aujourd'hui, on produit plus de déchets que de capacité de renouvellement des écosystèmes. Et si je te dis qu'il ne reste plus que 25% d'écosystèmes naturels sur la planète, tu vois bien que rien que ces chiffres, il y a un souci. Donc on est confronté à une problématique collective, c'est-à-dire que collectif, je suis dyslexique, bègue, hein, et je confonds les feux et les vœux, donc c'est, voilà, ne t'étonne pas. Euh, ça s'entend plus trop que je sois bègue, hein, mais sache que voilà, quand je m'emporte, en fait, la pensée va beaucoup plus vite, en fait, par rapport à ma capacité d'élocution. Donc il faut que je réduise le débit, voilà, que je calme un petit peu au niveau du mental. On est confronté à une problématique globale qu'on appelle l'anthropocène. Alors, je démarre par la conclusion. Ça, c'est ma grande habitude. Tu vois, j'ai un petit papier, j'ai fait mon plan et je démarre par ma conclusion. L'anthropocène, c'est quoi? C'est une ère géologique qui se caractérise par le fait que c'est l'homme qui est la principale force de transformation des écosystèmes. Ce terme-là, il est apparu dans les années 2000. Donc, je venais juste d'être naturopathe. Moi, ce qui m'a mené en fait à la naturopathie, c'est pas des questions de santé. C'est plus que j'étais en pleine réflexion sur ce monde dans lequel je grandissais et qui pour moi n'avait aucun sens. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais l'impression de venir d'une autre planète en fait. J'avais eu certains premiers éveils, en particulier un soir un matin plutôt, un matin suite à un 1er janvier fort arrosé, où là j'ai eu une voix qui m'a parlé en moi et qui m'a dit retourne aux sources. À l'époque, j'étais un jeune homme complètement paumé, comme beaucoup de jeunes, qui fumait, qui buvait, qui prenait des substances pas du tout bonnes pour son corps. Et pour moi, le retour aux sources, c'était d'aller chez ma grand-mère à Nice, qui était végétarienne, qui avait suivi la méthode d'Henri Charles Geoffroy, qui s'était guéri d'un psoriasis géant avec cette méthode. Donc, Henri Charles Geoffroy, c'est le fondateur de la vie claire. Et ni une ni moins, hop, je fonce à Nice. J'arrive chez ma grand-mère et là, je tombe sur un livre de Maurice Mességuet qui s'appelle C'est la nature qui a raison. Et puis à côté, il y a un autre livre de Richard Geoffroy. Je me mets à lire ces livres et là, ça a été l'illumination. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de fumer. Je suis devenu végétarien, je me suis remis à faire du sport et j'ai commencé à dévorer les livres qu'elle avait dans sa bibliothèque. J'ai passé près de 3 semaines chez elle à, euh, à découvrir tout cet univers. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Maintenant que j'ai découvert ça, c'est bien, mais qu'est-ce que je fais professionnellement, etc. Je rentre chez moi en région parisienne et c'est la mère d'un copain qui m'entend parler, qui me dit: mais Jean-Philippe,
tu es naturopathe, sans le savoir. Je dis, naturo quoi? Et là, elle me passe une petite plaquette. Bon, je regarde, je vais à Paris, j'écoute une conférence, et là, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Tout ça pour te dire quoi? C'est pas pour te raconter ma vie. Non, c'est juste pour dire le parcours. C'est que ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est cet idéal d'un mode de vie différent, d'un rapport à la vie différent. Parce que la naturopathie, dans son essence, et on va commencer à aborder cette notion-là, l'histoire de la naturopathie, comment ça s'est formé, la spécificité de la naturopathie française, la définition de la naturopathie, et surtout sa vision sociétale. On y va. Alors, bon, il y a plein de définitions de la naturopathie, méthode de bien-être. Aujourd'hui, on a tendance à réduire la naturopathie à juste du bien-être. À l'origine, alors la naturopathie, on va dire que c'est un mouvement, en fait. Donc, parler des origines de la naturopathie, on pourrait faire une série de conférences dessus. Il y a des liens de filiation qui remontent à l'Ayurveda en Inde, aux Amérindiens, tout à fait. Les hygiénistes américains avaient des connexions avec les chamans amérindiens, avec les traditions celtes, les traditions égyptiennes, avec les Esséniens. Ça fait en fait, si tu veux, comme un tissu racinaire qui remonte dans la profondeur des temps. Le point commun, c'est une philosophie. Le point commun à toutes ces anciennes civilisations, c'est une philosophie, une vision de la vie qui considère que la vie est un principe extérieur à la matière qui vient animer la matière dans certaines conditions physico-chimiques. Ça, c'est la définition qu'on a aujourd'hui du vitalisme. Alors, je reviens à notre naturopathie contemporaine. L'émergence du mouvement naturopathique en France, et je vous dis encore, la France est très spécifique, on va voir pourquoi, apparaît entre les deux guerres. On a avant tout un courant vitaliste qui est présent. On a Henri-Claude Bernard, on a Hahnemann avec l'homéopathie. Donc il y a déjà tout un terreau, si vous voulez, qui est là. Et là, il y a la Première Guerre mondiale. Il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que pour comprendre en fait la naturopathie aujourd'hui, il faut comprendre ses racines. Alors, comme je vous dis, on ne va pas remonter dans le temps. On pourrait, mais ça serait trop long et trop complexe. Ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos. L'intérêt de rentrer dans les racines de la naturopathie, c'est de s'ancrer dans des traditions. Quand je dis tradition, c'est avec un grand T, hein, ok. Euh, de comprendre, d'avoir une profondeur, une compréhension. Quand vous prenez un sujet et que vous le mettez en perspective avec différents référentiels, vous avez, il faut prendre au minimum trois référentiels, vous avez un autre niveau de compréhension et de profondeur qui se présente à vous. C'est tout l'intérêt d'étudier la philosophie de la naturopathie et son histoire, et de comprendre comment les anciens pensaient, quels étaient leurs raisonnements, etc. Alors, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut imaginer que au début du XXe siècle, il y a un grand élan dans toute l'Europe. La science, la technologie, l'arrivée de l'électricité vont permettre de libérer l'humain de ses tâches matérielles et vont lui permettre de se tourner vers un mode de vie meilleur, etc. Si tu veux comprendre cette idée, regarde le film La gloire de mon père, l'instituteur, donc c'est le père, qui commence en septembre, c'est en septembre 1900, avec une tirade qui est magnifique. Il faudrait que je la retrouve pour, euh, pour voir quelqu'un qui arrive à la conférence, un petit peu en retard, pour pouvoir comprendre l'état d'esprit de l'époque. Donc, il y a cet état d'esprit qui est présent avec une aspiration qui est la science, la technologie, le matérialisme vont permettre à l'humanité, grâce au progrès de la science, l'humanité va pouvoir sortir de sa condition misérable. En gros, c'est ça, quoi. Et on y croit tous. Et à côté, il y a un autre courant de pensée, vitaliste, Hahnemann, Claude Bernard, etc., qui dit attention, attention, n'oublions pas les lois naturelles, nous sommes issus de la nature, etc. Il faut les respecter et ça représente un certain danger. Ce danger, on va le vivre collectivement avec la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une industrialisation de la mort. Et ça, c'est un trauma collectif qu'on a. Il faut bien comprendre que la population européenne a été traumatisée. Il y a eu des millions de morts, il y a eu toutes les gueules cassées, plus tous ces hommes qui sont rentrés complètement traumatisés. Suite à ça, il y a tout un courant de pensée qui s'est levé pour dire plus jamais ça. Donc c'est la création de la SPN, Société hein, des nations.
Et puis, il y a tout un courant philosophique qui se lève pour dire, mais regardez où nous mène la pensée matérialisme, l'industrialisation, ces technologies. Si c'est orienté sans conscience, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, eh bien, on va à notre perte. Et là, vous avez tout un courant qui se développe en Allemagne, en France, qui vont remettre en question notre société. Et c'est de là que vient la naturopathie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que la naturopathie est une remise en question fondamentale du matérialisme, fondamentale de la société de consommation, fondamentale du capitalisme. C'est une idéologie, la naturopathie est sous-tendue par une idéologie complètement anticapitaliste. Ça ne veut pas dire qu'elle était communiste, elle était vitaliste. D'accord? L'idéologie de la naturopathie, c'est le vitalisme, qui considère que la vie est intelligente et que le rôle de l'humain est de prendre soin de la vie, de comprendre la vie et de chercher à s'harmoniser avec les lois de la vie pour vivre en harmonie. Et ça, le jeune Pierre-Valentin Marchessault l'a compris à ses dépens à l'âge de 20 ans. Alors, je vais te parler un petit peu de Pierre-Valentin Marchessault, né en 1910. À l'âge de 20 ans, il a 30 ans, donc c'est en 1930, d'accord, 1910-1930. Il a son jeune frère, 2 ans plus jeune que lui, qui décède suite à une erreur médicale. Et à partir de là, il va rentrer dans une quête de la connaissance, il va essayer de comprendre, il va synthétiser, il va chercher. Et puis, il y a toute cette ambiance, vous voyez, des années 30, d'après-guerre, où il y a une réflexion vraiment philosophique sur le sens de la vie. Qu'est-ce que l'humain? Parce que faut encore imaginer qu'on a la société française qui est traumatisée par la Première Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce que l'humain? Quand on voit le massacre que ça a été, on peut se poser la question, mais c'est quoi cette humanité? D'où vient l'humanité? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Eh bien, ça, c'est les 3 questions fondamentales qu'il faut se poser quand on est naturopathe. D'où je viens? Ça, c'est un travail personnel. Qui je suis? Un travail sur son identité. Et où je veux aller? Tout naturopathe, pour devenir naturopathe, doit travailler là-dessus. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais c'est vraiment fondamental parce que c'est 3 questions existentielles, même qui rentrent en consultation dans les accompagnements au final. Parce que le but, il est là, c'est de pousser la personne, plutôt accompagner la personne, pas la pousser, mais l'accompagner dans une remise en question personnelle, dans revisiter son histoire personnelle pour prendre conscience de certains mécanismes et pour devenir autonome. Autonome, de plus en plus autonome face à la vie. Donc, Pierre-Valentin Marchessault, il va faire cette admirable synthèse qu'il a nommée naturopathie, mais il le disait lui-même, le terme est mal choisi. Il a emprunté ce terme au courant nord-américain, qui était plus dans une logique naturothérapie, donc traiter par des éléments naturels des problèmes de santé, euh, ce qui n'est pas tout à fait le cas de la naturopathie française. Tu vois, la naturopathie française et européenne, à la base, c'est une remise en question du modernisme, une remise en question de notre modèle sociétal, avec une critique forte. Qu'est-ce qu'il nous dit comme critique? Il nous dit que l'éloignement d'un mode de vie naturel, l'éloignement d'un mode de vie où on ne respecte plus les lois naturelles, entraîne la maladie, la misère sociale, la violence et la guerre. C'est le fond du sujet. C'est-à-dire que la naturopathie à la base est une remise en question de notre modèle actuel. Alors tu vois bien qu'on est très 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 loin. Donc ça, c'était important pour moi de le souligner, c'est ce que j'appelle l'impulsion germe. Qu'est-ce qui a mené les premiers naturopathes? Par exemple, Henri Charles Geoffroy, il a été gazé pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est soigné par l'hygiénisme. Et donc, on a tout un tas de courants en Europe, en France. En France, on a marché sur la naturopathie. On a Henri Charles Geoffroy qui va lancer les premiers magasins bio, qui étaient en fait des boutiques de santé où on ne vendait que des produits sains. Tu n'avais pas beaucoup de produits laitiers, tu vois, dans un vrai magasin. Les magasins bio qu'on a aujourd'hui par rapport à ces boutiques de santé, ça n'a plus rien à voir. C'était des boutiques où tu allais pour apprendre à rester en bonne santé. C'était des boutiques où tu n'avais que des produits d'excellente qualité, du pain intégral, des aliments de qualité biologique. Alors, Henri-Charles Geoffroy, lui, prenait le crudivorisme et le végétarisme. Et c'est de là qu'est parti le bio. Aujourd'hui, un magasin bio n'a plus rien à voir avec ces maisons de santé. Et puis dans ces maisons de santé, tu avais toujours un espace librairie qui était bien fourni, et tu avais un petit coin où tu pouvais mettre 10 chaises.
pour aller écouter. Et tous les soirs, ou régulièrement, en tout cas, tu avais des petites conférences, des petits ateliers. On était vraiment dans un travail de pédagogie, d'éducation de santé. J'ai en ma possession une centaine de revues d'Henri Charles Geoffroy, de la vie claire de l'époque. Et ben, je peux t'assurer une chose, c'est que chacun de ces articles a toujours autant de sens. À l'époque, ils étaient extrêmement critiques. La critique était l'esprit critique était quelque chose de très, très, très présent. Une critique sans concession, je dis bien sans concession, du modernisme, de l'agriculture intensive et de cette violence systémique, je dirais, que crée notre société. Parce que notre société moderne est violente par essence, de fait de son éloignement des lois naturelles. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2025, quand je dis ça, ça peut faire bondir certaines personnes qui se sont tournées vers la naturopathie sans cette connaissance-là. T'imagines bien qu'à cette époque, vouloir être reconnu n'avait aucun sens pour eux. Ils n'ont jamais voulu être reconnus. D'ailleurs, on peut retrouver, j'ai sur ma chaîne YouTube des témoignages, des vidéos là, de certains congrès. On voit avec quelle ferveur ils défendaient leurs idées. Aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus le capital humain intellectuel pour poser ce type de réflexion. Et pourtant, on en a encore plus besoin, c'est ça qui est paradoxal, parce que la situation globale, elle a empiré, et on est collectivement dans une situation qui est beaucoup plus dégradée, d'un point de vue santé, d'un point de vue environnemental, que dans les années 60. Mais bon, c'est comme ça. Alors, à présent, je vais parler de l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a Pierre-Valentin Marchessault, qui est vraiment le patron de la naturopathie française, quelqu'un qui a un très fort caractère, qui a aussi ses défauts, hein, ce n'était pas du tout quelqu'un de parfait. Et puis on a d'autres mouvements, je t'ai parlé d'Henri Charles Geoffroy, on a aussi Raymond Dextré, qui a été un grand monsieur de l'hygiénisme, qui a créé une méthode qui s'appelle la méthode harmoniste. Et on a comme ça, un peu partout, des gens qui se forment et qui vont transmettre ces connaissances. Par exemple, pas loin de chez moi, dans le Lot, j'habite sur la vallée du Célé, à côté de Figeac. Eh bien, on m'a dit qu'il y avait un curé à Cabreret qui a été formé par Marchesso, qui était un curé qui était aussi radiesthésiste. Et après le dimanche, hein, quand les gens venaient à l'église, après, eh ben, il donnait des conseils en naturopathie et testait en radiesthésie. On a comme ça tout un tissu de naturopathes de terrain qui sont généralement naturopathes, radiesthésistes, magnétiseurs, qui connaissent super bien la botanique, les plantes, qui vont dans les campagnes cueillir leur tisane et qui préparent, qui sont aussi un petit peu herboristes, ok. Euh, un petit peu de rebouteux, pas trop de techniques style réflexologie plantaire. Ça commence, mais c'est pas trop. Voilà, la réflexologie plantaire arrive plus tard. L'aromathérapie, c'est balbutiant, donc on n'en a pas trop. Donc la phytothérapie, c'est des tisanes, principalement la forme galénique. Et puis bien sûr, tu n'as pas tous les compléments alimentaires qu'on a aujourd'hui. Donc on est vraiment sur des méthodes hygiénistes pures. On est sur une naturopathie hygiéniste avec différents courants et tout un petit maillage sympathique de personnes qui font ça avec grand cœur, qui font pas ça pour gagner de l'argent, qui font ça pour prendre soin de leurs prochains, qui font ça pour améliorer la condition humaine. J'ai discuté avec une vieille amie naturopathe qui a 78 ans aujourd'hui et qui me disait, Jean-Philippe, ce qui a changé, c'est, il me disait, tu es peut-être la dernière génération où la motivation, c'était améliorer la condition humaine. Et ce terme-là, par exemple, on n'en parle plus dans les écoles, ou très peu, peut-être dans certaines, mais en tout cas, c'est un terme qui est rare. Aujourd'hui, le leitmotiv, quand quelqu'un se tourne vers la naturopathie, c'est souvent une reconversion. Ça va être l'objet de cette conférence, hein, de voir quelles sont les options et de faire un peu l'état des lieux, pour en faire un métier et gagner de l'argent. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que la naturopathie, à la base, ben non, c'était pas pour ça. C'était pas pour devenir un modèle économique. Donc ça, c'est pour moi le fond du problème. On va en parler, c'est le développement des années 90. Si vous voulez, il y a eu trois étapes. Il y a eu l'impulsion, ils ont dû se battre parce qu'ils étaient combattus, hein. Les naturopathes, il y en avait beaucoup qui allaient en prison, qui étaient mis en garde à vue. Donc c'était vraiment une forme de combat. Fin des années 90, on a Marchesso
qui est déjà presque parti, il est décédé en 94. Et là, il y a toute une relève formée par Marchesso qui cherche à récupérer le paquet, le pactole. Et c'est là que la question se pose. Mais avant ça, j'aimerais te parler de la vision traditionnelle qu'on a dans les sociétés traditionnelles, des guérisseurs, des gens qui ont des connaissances pour prendre soin. J'ai compris ça en lisant un livre de Philon d'Alexandrie. Alors, c'est qui? C'est un philosophe grec, Philon d'Alexandrie, qui parle dans un de ses ouvrages des thérapeutes esséniens. Et il dit, voilà, ils faisaient partie de la cité, ils étaient intégrés dans les activités de la cité, c'est-à-dire ils allaient au champ, ils allaient travailler, et en plus, ils avaient développé des compétences. Alors, il ne le dit pas de cette manière, d'accord, je te fais une synthèse. Donc, ils allaient être soit rebouteux, magnétiseurs, ils allaient connaître les plantes médicinales. Et les gens, sur certains créneaux horaires, savaient qu'ils étaient là ou que voilà, s'il y avait un problème dans le village, eh ben, il y avait un tel qui savait faire, qui allait faire du magnétisme, qui allait être rebouteux, un tel qui avait la connaissance des plantes, etc. Et c'était pas forcément un rapport marchand. Alors, c'était des sociétés qui n'étaient pas marchandes aussi. Mais c'est pour te dire que la position du thérapeute, de celui qui prend soin, traditionnellement dans les sociétés, c'est à la fois être inscrit dans la société, donc en contact en fait avec les problématiques que les gens ont au quotidien, avec une fonction où ils sont là et les gens peuvent venir les voir quand ils ont besoin. Et c'était comme ça dans les années 60, 70. Le naturopathe ne faisait pas ou très peu de consultations individuelles. Ce n'est pas des consultations, en fait. Quand on regarde les cours de Marchesso, la façon dont c'est fait, le bilan de santé, il était assez, je dirais, à la fois sommaire et extrêmement efficace. Par exemple, le savais-tu? Imagine, on voyage dans le temps et on se retrouve en 1930. Et tu vas consulter, je sais pas, un hygiéniste de l'époque. Et bien cet hygiéniste, il va te demander de venir avec deux choses. Tu devines quoi? Tes selles et ton urine. Il va observer tes selles, il faisait des bilans par l'aspect des selles, et il va voir ton urine, il va goûter ton urine ou il va la sentir. Et puis généralement, il conseillait, première chose, tu commences par jeûner. Une semaine de jeûne, et après on discute, tu reviens après et on regarde comment ton corps réagit. C'est pour te faire mesurer le décalage qu'il y a avec aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'on n'a plus la même vitalité, qu'on n'est plus dans le même contexte. Pareil, si je te dis que à l'époque du Moyen Âge, un enfant de 12-13 ans connaissait facilement une centaine de plantes sauvages comestibles et thérapeutiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui connaît 100 plantes dans la nature avec la façon de les utiliser, c'est un professionnel. Tout ça pour te dire qu'on a eu, en fait, si on regarde, si on fait un zoom dans le temps, une perte de connaissances. Et qu'aujourd'hui, la naturopathie qu'on pratique, c'est une naturopathie pour gens dévitalisés. Il faut aller doucement. Je vois bien dans les formations, il ne faut pas aller trop fort. Quand j'ai des stagiaires qui viennent chez moi, ouh là là, l'eau froide, elle est à 10 degrés. On va se baigner dans une source d'eau dans le village qui s'appelle la Résurgence. Ouh là là, l'eau, elle est à 10 degrés. Ça, ouh là, ben, je ne sais pas si je vais. Mais on est devenu hyper fragile hein, par rapport à ce que c'était. Donc, cette naturopathie des campagnes des années 70, c'est une naturopathie rurale, c'est une naturopathie de bon sens. Voilà, on fait, bah, c'est la médecine du pauvre en fait. Il faut bien comprendre qu'à l'origine, la naturo, c'est la médecine populaire des gens qui ne peuvent pas se payer des médicaments ou qui ne peuvent pas voir le médecin. Et d'ailleurs, les anciens médecins étaient des naturopathes quand on voit leur façon de pratiquer. Je te parle là, le docteur Paul Carton, c'est un des grands naturopathes. Et il y a eu beaucoup de docteurs qui étaient naturopathes dans leur façon de pratiquer. Et puis, on arrive dans les années 90. Donc, Marchesso, ben, voilà, il a été dégagé. Et là, on est vraiment dans le syndrome de, tu sais, de tuer le père. Le syndrome de, ouais, de dire, allez, on dégage, et nous, on va faire quelque chose de beaucoup mieux. Alors, je vais porter un regard critique sur ces années 90. C'est un regard critique qui est en mi-teinte. C'est que d'un côté, ça se comprend. Ils ont voulu en fait donner, il y a eu tout.
une impulsion de vouloir donner une légitimité, du sérieux. Pourquoi? Parce que avant les années 90, il y avait euh, beaucoup de techniques qui sont jugées comme étant des techniques de charlatans. Le magnétisme, la radiesthésie. Si tu regardes, donc la radiesthésie n'est plus enseignée dans la naturopathie. Sortir un pendule, aujourd'hui, tu te fais taper sur les doigts. Et pourtant, ça marche. La radiesthésie, ça marche. C'est même scientifiquement prouvé. Mais donc, il y a eu un début de renoncement à tout ce qui n'était pas politiquement correct. Et là, ça a été pour moi le début d'un processus de dénaturation. Derrière cette volonté d'afficher quelque chose de plus socialement correct, se cache un désir de conformisme. Se cache aussi un désir de dire nous, on va être reconnus. Je me souviens très bien quand j'ai fait ma première réunion, j'avais 21 ans, donc 20 ans, j'avais mes parents avec moi, et la première réunion, c'était nous, on fait partie d'une fédération, on fait partie des 4 écoles de cette fédération, la naturopathie va être reconnue parce qu'on y travaille, et quand ça sera reconnu, seuls les naturopathes qui auront fait les écoles de cette fédération pourront exercer. Et moi, je me souviens que c'était un des propos qui avait été tenus en stage d'été avec plein de stagiaires. On était peut-être, on était très nombreux. Et donc, moi, toujours pareil, je mets les pieds dans le plat et je lève la main et je pose la question, mais alors, qu'en est-il de tous les autres qui ne sont pas dans cette fédération? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et je pensais à des amis que j'avais qui étaient à l'école d'Argère, ou qui étaient chez Jean-Pierre Willem, ou qui étaient chez Robert Masson. Et là, on m'a répondu, tant pis pour eux, il fallait qu'ils fassent le bon choix. On leur fera un programme de remise à niveau. Sous-entendu, nous, on est les meilleurs et les autres, ils sont pas terribles. Ça, je te parle de ça, c'était en 1996. On est en 2025, la naturopathie n'est toujours pas reconnue, n'est toujours pas remboursée par la sécurité sociale, etc. Voilà. Donc, ça fait partie du problème, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu veux être reconnu par un système, tu comprends bien que tu vas arrêter de dénoncer certaines choses. J'ai eu un jour le privilège de rencontrer Robert Masson dans une pharmacie à Paris. C'était la pharmacie du Faubourg, dans le 19e ou dans le 18e. Et là, je rentre dans cette pharmacie et je vois Robert Masson. Alors, je vais le voir, je vais le saluer respectueusement parce que à l'époque, si tu veux, dans ces années 95, qui c'est que tu avais comme grande figure de la naturopathie? Tu avais Daniel Keffer, Alain Rousseau, Jean-Pierre Willem, euh, Robert Masson, qu'on voyait régulièrement sur les salons parisiens. Et puis Philippe et Chantal Dargère étaient un peu plus en retrait. Ils étaient en province, leur école, petite école de province, on ne les voyait pas trop. Mais sur la scène parisienne, c'était ces 4 personnages qu'on voyait à tous les salons bio. Et donc je vais le voir respectueusement. Et comme j'avais beaucoup étudié les ouvrages de Marchesso, je lui dis, voilà, Monsieur Masson, quand je lis les ouvrages de Marchesso, je me dis que si il était présent, il dirait probablement la phrase suivante. Vouloir être reconnu par un système qui est dans l'erreur, c'est soi-même accepter de se mettre dans l'erreur pour être reconnu. Et jusqu'à maintenant, Robert Masson, il m'écoutait, mais d'une oreille pas trop attentive, parce qu'il avait l'habitude des gens qui venaient le voir, ah, Monsieur Masson, et là, il m'a regardé droit dans les yeux, avec son petit regard perçant, et il m'a dit, jeune homme, vous êtes trop jeune pour avoir pu connaître Marchesso, mais vous en avez saisi son esprit. Je vous félicite. Et puis après, il est parti dans une tirade parce que lui, il était contre la reconnaissance. Il disait, mais c'est n'importe quoi. Et il m'a dit ce qu'il en pensait, que c'était juste une histoire de sous, des arguments commerciaux, marketing, pour dire qu'ils étaient mieux que les autres. Mais c'était juste en fait des arguments commerciaux. C'était tout. Et après, à chaque fois que je croisais Robert Masson sur un salon, il vient me voir et il venait taper la discute. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Robert Masson. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour te dire quoi? C'est que il y a eu cette impulsion dans les années 90 de dire voilà, la naturopathie va devenir quelque chose de respectable. Alors ça veut dire qu'avant, ce n'était pas respectable. Alors moi, de mon point de vue, ce qui n'est pas respectable, c'est notre société moderne qui détruit les écosystèmes, qui détruit des peuples, etc., qui pollue. Tu vois, où est la respectabilité? On peut se poser la question. Est-ce que c'est du côté de ceux qui cherchent à vivre en harmonie à la nature, à réduire l'empreinte écologique et à vivre simplement en paix? Bon, si ça, c'est pas respectable,
c'est qu'il y a un problème dans le système de valeurs. Et donc, il y a eu tout ce courant qui a été mis en place, qui en fait qui a concerné pas beaucoup d'écoles. Il n'y avait que 4 écoles qui étaient dans cette logique. Il y avait plus d'écoles en dehors de cette fédération. À l'époque, ça s'appelait la FENAMAN, qui est devenue la FENA, qu'à l'intérieur. Sauf que ça a contaminé les esprits. Sauf que progressivement, le discours plus militant, les idées fortes, comme disait Marchesso, les critiques sociétales, ça, progressivement, ça s'est amenuisé, si vous voulez. Je me souviens que, par exemple, que la bibliographie des livres qu'on avait à lire, parce qu'on avait une vingtaine de livres à lire chaque année, il y avait des livres qui étaient sacrément costauds, qui dénonçaient pas mal de choses. Aujourd'hui, ces livres, tu les trouves plus dans les bibliographies de la nature. Voilà. Alors, on passe aux années 2000. Les années 2000 jusqu'aux années, on va dire 2020, 20 ans, on a eu une explosion de la naturopathie. Ça a été 2000-2010, une explosion de la bio. Moi, à l'époque, j'étais pas mal sur le secteur des magasins bio, toujours en formation, toujours en consultation. Et là, il y a eu une explosion. C'était vraiment là, économiquement, un très, très grand développement. Et passé les années 2010, on a commencé à voir arriver plein de petites écoles à droite à gauche. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir arriver des personnes qui venaient se former, qui récupéraient des cours et qui lançaient derrière leur business de formation. Et là, on a commencé à avoir une perte d'informations. Si vous voulez, c'est exactement pareil que la duplication cellulaire. Entre le moment où tu nais et aujourd'hui, ben, ton ADN, il perd au niveau de ce qu'on appelle des télomères, une partie de l'information. C'est ce qui fait aussi, c'est un des mécanismes de la vieillesse. Eh bien, on peut comparer l'enseignement de la naturopathie avec la perte de certaines connaissances, de certaines visions, avec le temps. C'est un processus qui est normal. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus on va sur une naturopathie qui est technicienne, donc ça rajoute des cours, c'est de plus en plus dans l'intellect. Par contre, l'aspect synthétique, concret et pratique se perd. C'était prévisible. J'en parle avec certains vieux naturopathes et ils savaient que ça allait se passer comme ça. Ce qu'on ne savait pas, c'était l'influence du numérique. Ce qu'on ne savait pas, c'était le fait de la starisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des naturopathes qui gagnent des fortunes. J'ai des exemples de naturopathes qui ont mis en place des programmes en ligne, qui consultent en ligne. On entend dire qu'ils ne consultent pas. Ils ne sont pas dans la relation d'aide, dans leur façon de bosser. Par contre, ils font plusieurs centaines de milliers d'euros avec des programmes de formation en ligne qui vendent via les réseaux sociaux. Et ça, on ne l'a pas vu arriver. Je dirais les anciens, on ne l'a pas vu arriver. Et ça pose des vraies questions sur peut-on encore se former à la naturopathie? Qu'est-ce que la naturopathie? Et donc, on va passer à ce sujet-là. Comment faire aujourd'hui dans cette société qui s'est numérisée, qui s'est starifiée, hein, où aujourd'hui, tu as des gens qui sont incompétents, je pèse mon mot, alors bien sûr, je vais pas donner de citer personne, mais clairement, moi je vois les retours que j'ai de mes stagiaires qui, chaque été, ils viennent ici, qui voient certains naturopathes, on peut dire starisés, et ils disent, mais c'était nul en fait. Euh, Ça a duré 30 minutes, c'était pas pertinent, aucune écoute, etc. Ben non. C'est-à-dire que c'est devenu un marché. La naturopathie a repris tous les travers de notre société moderne. C'est devenu un marché. Aujourd'hui, par exemple, vous avez la plupart des grandes écoles qui ont été rachetées, qui ont été vendues par leurs fondateurs, qui ont été rachetées par des fonds de pension. Il y a une grosse école récemment, ben, Euronature, qui a fermé. Et ces écoles sont progressivement vidées de leur substance. Parce qu'il n'y a plus de ligne directrice. Il y a quelques écoles qui essaient de tenir le cap. Et puis, on a l'autre problème qui est le distanciel. On l'a vu arriver, ça aussi, hein. On est passé du présentiel au distanciel. Maintenant, vous avez plein d'écoles qui sont 100% en ligne. Alors, les conséquences, c'est quoi? Bah, les conséquences, elles sont multiples. Déjà, c'est redéfinir qu'est-ce que la naturopathie. Qu'est-ce qu'on entend par naturopathie? Aujourd'hui, la plupart des gens qu'on voit sur les réseaux sont des naturothérapeutes. C'est-à-dire la naturothérapie, c'est le traitement de pathologies avec des moyens naturels, plus ou moins naturels, parce que dans les compléments alimentaires, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles. Donc, on a plus de naturothérapeutes qui sont là parce que c'est un marché porteur, qui vous vendent des formations, des programmes en automatique, et qui sont là.
juste parce que c'est un marché porteur dans le moment. C'est le truc qui est cool, qui permet d'aller vivre à Bali, etc. Si on se démerde bien. Alors, il faut savoir que pour une personne, un naturo qui arrive à faire ça, il y a énormément de naturaux qui restent sur le carreau. Et ça va être notre sujet. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que peut-être que j'ai été à ta place, ou peut-être que tu es à ma place, que j'ai été quand j'étais jeune naturo, que je suis sorti du Sénato à l'âge de 24 ans, et que je me suis retrouvé le bec dans l'eau, en me rendant compte qu'en fait, ben, il n'y avait pas de marché. Alors aujourd'hui, il y a un marché du bien-être. Quand je dis il n'y a pas de marché, c'est-à-dire que c'est pas un terrain balisé. Euh, on devient naturopathe avec le temps. On devient naturopathe par une pratique personnelle. La question que je t'invite à te poser, c'est dans ton intention, est-ce que c'est vivre de la naturopathie? Est-ce que tu es venu à la naturopathie pour te dire, tiens, c'est un secteur porteur, je vais faire ça, c'est cool, je vais conseiller les gens, parce que c'est sympa comme position. On est dans le rôle du sachant, on est dans un mélange de coach, d'un petit peu de thérapeute, un petit peu, pas confident, mais quelque part, on peut remplacer un peu la fonction du prêtre dans le sens relation d'aide, tu vois. On est dans une posture qui peut être très, très, très agréable, qui flatte l'ego aussi. C'est très, très flatteur de dire je suis naturopathe, je suis thérapeute. Euh, c'est une manière aussi de se donner une identité. Donc, vivre de la naturopathie ou vivre selon les principes de la naturopathie. Ça, c'est déjà la première question à se poser. Est-ce que c'est une activité économique ou un enseignement de vie? Ça, c'est la deuxième question à se poser. Et quelle place ça prend dans notre vie? Comment on va l'intégrer? Et puis, quelle est notre intention? Alors, toutes ces questions, c'est important de bien se les poser pour être clair. Et en fait, vous avez deux grandes, je dirais, catégories de grandes tendances. L'humain a en lui deux impulsions. On a une impulsion altruiste, une impulsion qui va vers le donner, vers le partage, vers le prendre soin d'eux, avec une vision globale. On va essayer de se... On est tourné, si vous voulez, vers l'extérieur. Ça s'explique en psychologie. Dans le test des couleurs de Lucher, ça correspond à la couleur rouge, la couleur jaune. Et puis, vous avez une autre impulsion qui est un repli sur soi, de prendre, tourner vers l'ego, le paraître, la possession. Vous avez en fait une démarche qui est une ouverture, on peut parler d'ouverture spirituelle, de connexion, et une recherche d'unité. Et puis vous avez une autre impulsion qui est une impulsion qui est plus de prendre pour soi, pour être mieux, plus, meilleure version de soi-même, vous voyez, dans le plus, toujours plus, plus, plus. Et ça, c'est ce que j'appelle l'orientation de l'âme. Et en fonction, ce qui est, on est câblé d'une manière ou d'une autre. Si tu écoutes cette vidéo sur les réseaux et que tu es encore là, c'est que probablement que tu es câblé en mode ouverture. Parce que mes propos, pour des gens qui sont tournés vers leur ego, ah, ça ne résonne pas. Et ce qui est terrible, c'est que derrière l'impulsion de se tourner vers la naturopathie, je crois qu'il y a une impulsion de l'âme, quelque chose de très profond, de cette quête, une forme de quête, hein, de se connecter à quelque chose de plus grand, une forme de... mais soit ça peut être inconscient, je ne sais pas exactement comment le déterminer, vous me direz dans les commentaires après comment, ce que vous en pensez, mais ce que j'observe, c'est que je vois ça beaucoup chez... Ça arrive à n'importe quel âge en fait. Il y a cette impulsion qui est là, et on se dit, tiens, j'ai trouvé à travers cette formation un moyen de répondre à cette impulsion. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que cette impulsion, oui, faire une école de naturopathie, ça va être une façon de se mettre sur ce chemin, mais ça va être que le début d'un chemin. Il va falloir après la nourrir et l'alimenter, cheminer, continuer à se former pour s'approprier en fait les choses et pour que cette impulsion, elle grandisse en toi, pour que tu deviennes vraiment naturopathe. C'est-à-dire que c'est pas une formation, c'est pas un diplôme, c'est pas une certification. Actuellement, c'est la grande mode, là, ils veulent certifier la naturopathie ou rajouter de la certification sur la certification avec des diplômes sur des diplômes qui vont faire que tu vas être naturopathe. Ce qui va faire que tu vas devenir naturopathe, c'est comment tu vas l'intégrer dans ta vie
Et puis, ça veut dire quoi être naturopathe? C'est ça aussi la question. Comment on le définit? Ça, c'est des questions qui méritent d'être posées. Alors, avant d'aborder sur l'aspect professionnel, hein, te faire part de moi, de mon expertise, de mon expérience, de ma vision, je vais te parler déjà de comment choisir ton école. Parce que ça, c'est une vraie question. Comment on choisit son école de naturopathie? Alors, j'ai envie de te dire, il y a certains critères de discernement à avoir. Premier critère, le parcours des formateurs. Qui est la personne en face de toi? Mais il faut poser des questions. Il ne faut pas juste dire, je suis certifié en naturopathie. Oui, par qui? Par quoi? Comment? Quelle école vous avez suivi? Combien d'années vous avez d'ancienneté? Parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont 2 ans et hop, ils deviennent profs. Moi, à mon époque, c'était inconcevable d'avoir au moins 10 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait. Attendez d'avoir au moins 10 ans d'expertise pour commencer à transmettre. Et ce qui paraît évident. Sinon, en fait, on fait des copier-coller et il n'y a pas grand-chose à transmettre, en fait, en réalité. Donc, le parcours des formateurs. La cohérence pédagogique. Comment est structurée la formation? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des modules? Regardez les modules en détail. Quels sont les points forts et quels sont les points faibles? Parce que chaque formation a forcément des points faibles. Et puis, si on est là à vous proposer des arguments commerciaux, notre formation, elle est professionnalisante, etc. Tout ça, c'est des arguments de vente. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en face de vous, vous avez une société commerciale qui a pris des connaissances, qui a pris des enseignements et qui les commercialise. Son but, c'est de te vendre de la formation. Maintenant, est-ce que son but, c'est de faire en sorte que derrière, tu en vives? Est-ce que son but, c'est que tu t'installes professionnellement? Ça, c'est la question à poser. Donc la question à poser, c'est quel est le taux d'installation? Actuellement, aucune école, à ma connaissance, ne fournit des statistiques de ce que deviennent leurs élèves. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Quand tu vas dans une école de commerce, moi je l'ai vu pour des proches, j'ai un ami qui a sa fille qui est en école de commerce, ils fournissent des stats. Chaque année, ils font un sondage. Il y a l'annuaire des anciens. Dans les grandes écoles, tu as l'annuaire des anciens de ce qu'ils sont devenus de leur parcours. Donc, d'un côté, il y a un désir de dire la naturopathie est professionnelle, c'est un métier, on crée une norme pour dire qu'on est bien, on rajoute des diplômes sur des diplômes pour dire qu'on est bien, nous on n'est plus, on lave plus blanc que blanc, si tu te souviens de la pub que Coluche. Par contre, personne ne fait ces stats. C'est surprenant. C'était quand même une des promesses de Daniel Keffer quand j'ai fait le Sénato en 95. Mon père lui avait posé la question, et ça devait être quelque chose que mettait en place la FENAMAD. Aujourd'hui, c'est la FENA. Personne ne le fait. Je les ai tous interrogés, j'ai eu zéro réponse. Alors, la réponse, elle est simple. S'ils ne le font pas, pourquoi ils ne le font pas? Ben, ils ne le font pas tout simplement parce que la réponse, elle fait peur. Parce qu'ils savent très bien qu'en réalité, on est de l'ordre de 3 à 5%, même pas, de personnes qui vont en faire quelque chose. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, le manque de sélection à l'entrée. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a à peu près 60 à 80% des personnes qui suivent des formations naturaux qui ont mal calibré leur projet au départ, qui ne sont pas faits pour la relation d'aide, qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, à qui on a vendu de la formation sans leur dire que derrière, il allait falloir continuer à se former et que juste une formation naturelle ne suffit pas pour en vivre économiquement dans le temps. Ça, c'est clair. Ces gens-là, ils auraient mieux fait de suivre un programme, une formation adaptée grand public, pour eux-mêmes. Ça, c'est aussi ma réflexion, c'est qu'on veut parler tout le temps métier, mais il y a peut-être aussi un autre créneau à occuper. Bon, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, il y a cette question du taux d'installation. Et il y a cette question de, quand on rentre dans une école, souvent, beaucoup d'écoles font rêver les élèves, que vous allez avoir un métier qui va être ceci, et blabla, voilà. Donc, on est dans une bulle, en fait, quand on est dans l'école. Et quand on sort de l'école, eh ben, on se retrouve un peu perdu. On ne sait pas vraiment comment faire. Et puis, il y a la question de comment transmettre la naturopathie. C'est-à-dire que à l'époque de Marchesso, les consultations, elles prenaient pas tellement de place. C'était des petits cours. Le petit curé de Cabreret, il donnait des petits cours. Il faisait des petites sorties botaniques, il apprenait aux gens à manger correctement, à respirer, à faire ceci, etc. Il faisait des initiations au magnétisme, les gens se magnétisaient, etc. Il faisait de la transmission. Il était dans son rôle d'éducateur. Et d'ailleurs, c'est marqué dans le livret de Marchesso. Le naturopathe n'est ni médecin, ni guérisseur.
même si l'hygiène de vie naturelle permet de développer certaines aptitudes. C'est avant tout un éducateur de santé. Et je crois que on tient là la clé euh, du sujet. La naturopathie est-elle un métier? Peut-être, est-ce qu'on peut encore se former? Mais se former pour faire quoi? Pour faire de la consultation individuelle, ça marche plus. Clairement, euh, les consultations naturopathie pour en vivre, économiquement, c'est plus possible. Déjà parce que tu as trop de monde sur le marché. Les naturopathes, ils ont fleuri de partout. Tu as une offre qui est énorme. Ensuite, il y a une question de financière. Je vais juste faire une petite simulation, ok? Imaginons que ta consultation, elle soit à 50 euros. Tu vas être à 50 euros de l'heure. On va partir sur 15 consultations par semaine. Ça veut dire 3 par jour sur 5 jours. Ça fait 750 euros. Par mois, ça fait 3000 euros. Si on rajoute la saisonnalité, avec les mois, avec les vacances scolaires, etc., t'enlèves facilement 3 mois de l'année. C'est-à-dire que sur l'année, ça ne fait pas 36 000 euros, ça fait 36 moins 9, ça fait 27 000 euros. On est presque au seuil de l'auto-entrepreneur avant la TVA. Donc, on va dire que tu arrives à développer ton activité, que tu rentres 25 000 euros à l'année, comme ça, tu es en dessous du seuil de la TVA. Tu as un cabinet, parce que là, tu consultes tous les jours. C'est-à-dire que tu as un cabinet à temps plein. Tu as des charges dessus sur ce cabinet. Tu as des assurances. Tu as toujours de l'électricité, etc. On va dire que tu as 1000 euros par mois de charges, minimum. Donc, de tes 25 000, tu vas avoir 26% en moins d'URSSAF. Donc 25 000 moins 26, ça fait, je calcule ici, ça fait 5, 6, allez, ça fait 5 000, 5, 7 500 à peu près. Donc tu enlèves de 25 000, 7 500, tu vois ce qui reste. Il reste, je fais le calcul vite fait, 17 500, moins 1000 euros par mois de charges, bah, c'est pas possible. De 17 000, tu enlèves 1000, 12 000, tu vois, tu t'en sors pas. Donc le modèle économique de dire vous allez consulter en naturopathie en cabinet, ça marche pas. Et 15 consultes, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait calibrer au départ la situation de la personne. Est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce qu'elle peut consulter chez elle, etc. Tu vois, de penser en amont les choses, en fait. Et c'est là où les écoles pêchent, parce qu'elles ne sont pas suffisamment lucides. Je, je n'ose pas imaginer que ça soit de la malhonnêteté intellectuelle. Ça, je me refuse à le croire, ça serait trop terrible. Je pense plus que c'est qu'ils sont dans une forme d'effet tunnel et qu'ils ne se rendent pas compte en fait de la réalité parce que quand tu tiens une école, tu brasses beaucoup d'argent et donc tu as des revenus qui sont assez élevés. Mais après, ils ne se soucient pas trop de savoir ce que deviennent les élèves. Alors la solution économique, c'est quoi? Peut-on devenir naturopathe en 2025? J'ai envie de te dire, bien sûr qu'on peut devenir naturopathe, si et seulement si tu as bien pensé ton projet. Si et seulement si tu es vraiment sûr que tu vas rentrer dans la notion de relation d'aide. Si et seulement si tu te dis que tu vas devoir te former pour acquérir d'autres compétences, comme la réflexologie plantaire, comme l'accompagnement psycho-émotionnel, comme, je ne sais pas, du magnétisme, etc. Les points de Knapp. Je te parle de moi, ce que je sais faire. Moi, aujourd'hui, j'ai réussi à développer un ensemble d'outils pour accompagner, ce qui me permet d'avoir une activité en cabinet. Plus à côté, j'ai des prestations un peu en entreprise. Je donne des formations, des accompagnements. Et le secteur formation, transmission de la connaissance, prend de plus en plus de place. Et je pense que l'une des clés, c'est de vraiment se repositionner sur le côté éducateur de santé. Aujourd'hui, les gens en ont marre du virtuel. Ok. Les gens qui vendent des formations en ligne, si tu veux, ils ont fait du one-shot. Ils ont gagné énormément d'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas développer des formations en ligne, mais développer des formations en ligne, ça veut dire que tu vas devoir développer toute une infrastructure autour pour te faire connaître. Par contre, travailler sur du local, faire des ateliers et à côté avoir un support en ligne pour les gens avec qui tu vas travailler, ça peut être plus pertinent. Donc, mes préconisations pour en vivre, ça va être quoi? D'être, déjà d'avoir la situation le plus claire possible et de faire un bilan personnel le euh, le plus honnête possible. Est-ce que tu es seul ou pas? Est-ce que tu vis en couple? Quel est ton besoin, en fait, financièrement? Si tu es dans une situation où tu n'as pas de besoin financier, plus que ton mari gagne très bien ta vie, ou ta femme, pourquoi elle gagne très bien la vie, ou tu es rentier, ou tu as un héritage, c'est OK. Ou tu as eu un gros parachute doré de ton ancienne boîte, c'est OK.
mais il faut quand même prévoir son coût et avoir un vrai plan, si tu veux. Aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. Et les compétences à acquérir, ça c'est un autre sujet, tu les acquiers au fil des années. Et la plupart, vous êtes formés en un an et demi, ce qui est beaucoup trop court. C'est-à-dire que tout est dans la tête, et après, il y a un travail d'intégration. Et ça prend du temps. C'est là, moi, où j'interviens avec mes formations, en fait, pour proposer vraiment des outils pratico-pratiques pour développer ces compétences. Et puis après, tu as une phase où tu dois devenir aussi créatif. Comment tu vas transmettre? Qu'est-ce que tu as compris de la naturopathie? Il y a plein de manières de transmettre. Et surtout, on a besoin de naturopathes pour transmettre. Mais soi-même, il faut faire le chemin aussi, tu vois. Donc, tu vois, c'est complexe. Il n'y a pas qu'un seul aspect. On peut devenir naturopathe, mais il faut être bien lucide sur les enjeux. Plus tu seras en phase avec le principe de réalité, plus ce sera facile après. Plus tu seras dans une illusion, et souvent l'illusion, c'est j'ai trouvé la meilleure des formations. Et je regarde sur les réseaux sociaux, c'est assez drôle, ce sont des élèves, toujours des élèves qui défendent enfin, qui défendent, qui font la promotion de leur école. Par contre, les anciens élèves, j'en vois très peu qui font la promotion de leur école, parce que quand généralement tu as terminé la formation, tu as beaucoup de déceptions. Parce qu'en fait, tu as surévalué, tes attentes, elles étaient trop élevées. Et forcément, bah, tu es déçu. Ça fait partie du processus d'être déçu de sa formation. C'est aussi le deuil, en fait, de quelque chose qu'on pensait parfait. C'est un processus aussi de maturation, tu grandis. Donc dis-toi que c'est une bonne chose. Et puis, il faut savoir composer. C'est que moi, ce que je dis souvent à des anciens élèves, ben, prenez un mi-temps, gardez un mi-temps. Euh, Aujourd'hui, pour s'en sortir économiquement, moi, ma préconisation, c'est d'avoir un boulot alimentaire et à côté son métier passion. Il faut voir la naturo comme un métier passion. Là, tu es OK. Si tu te positionnes comme ça, tu bosses 3 4 jours par semaine avec les RTT, tout ça, tu dois pouvoir t'arranger. Tu trouves des solutions pour pouvoir à la fois proposer des consultes, peut-être faire de la réflexo. C'est important d'avoir des techniques manuelles. Moi, la plupart des élèves que j'ai formés qui se sont lancés me disent, Jean-Philippe, c'est entre 60 à 80% de mes consultations, c'est de la réflexologie plantaire. Heureusement que je t'ai formé. C'est l'investissement le plus rentable. Ben oui, moi, c'est ce que j'ai vécu en fait. Moi, je me suis formé en réflexologie plantaire en 96. J'ai commencé à pratiquer, je n'étais pas encore naturo, et c'est ce qui m'a sauvé économiquement. Ça, c'est clair. Et puis à côté, développer ben, des ateliers, des petites formations en local, tu vois. Et petit à petit, tu vas apprendre, tu vas transmettre, et les choses vont se faire. Et ça va prendre du temps, parce qu'il y a aussi tout le travail sur soi. Ça, c'est un autre sujet, j'en ai pas trop parlé, mais devenir naturopathe, se former à la naturopathie, c'est aussi faire ce travail, j'en ai parlé au début, de travail sur soi, qui suis-je, d'où je viens, mon histoire de famille, mon histoire de vie, pour pouvoir accompagner aussi sur notre plan, c'est-à-dire au niveau psycho-émotionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo, conférence t'aura plu. N'hésite pas à me mettre tes commentaires. J'y répondrai. Et je te dis à bientôt. On peut aussi penser à s'inscrire, à partager la vidéo. Tu connais le principe, c'est pour l'algorithme de YouTube. Merci et bonne soirée. Hop là.